Chapitre 3. Le fléau. Nous partîmes juste après l'aube. Comme à l'accoutumée, je portais la lourde sacoche de l'épouvanteur. Au bout d'une heure, je compris que le voyage nous prendrait au moins 2 jours. D'ordinaire, mon maître marchait à grands pas, m'obligeant presque à courir pour ne pas me laisser distancer. Mais il n'avait pas tout à fait récupéré. Il s'essoufflait vite et devait s'arrêter régulièrement. C'était une belle journée d'automne ensoleillée, quoique déjà fraîche. Le ciel était bleu, les oiseaux chantaient. Malgré cela, je ne cessais de penser au fléau. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que l'épouvanteur avait manqué de perdre la vie en tentant de l'entraver. Or, il était bien plus jeune à l'époque. Comment réussirait-il à le vaincre aujourd'hui? Aussi, à midi, quand nous fîmes une longue halte, décidai-je de l'interroger sur cette terrible créature. Je ne posai pas la question tout de suite parce que, à ma grande surprise, il tira de son sac une miche de pain et un morceau de jambon. Il en coupa une large tranche pour lui et une pour moi. D'habitude, lorsque nous étions en chemin, pour accomplir un travail, nous nous contentions d'un maigre bout de fromage, car il fallait rester le ventre vide pour affronter l'obscur. Comme j'avais faim, je me gardais bien de protester. Je supposais que nous gênerions après les funérailles et que mon maître avait besoin de reprendre des forces. Quand j'eus fini de manger, je respirai profondément et m'enquis du fléau en ouvrant mon cahier. Il me surprit de nouveau en me faisant signe de le ranger. Oh, tu écriras ceci plus tard, sur le chemin du retour, dit-il. D'ailleurs, j'ai moi-même encore beaucoup à apprendre sur cette créature. Inutile de noter quelque chose que tu devrais corriger ensuite. J'en restai bouche bée. J'avais toujours cru que l'épouvanteur maîtrisait parfaitement ce qui concernait l'obscur. Oh, ne prends pas cet air effaré, petit. Comme tu le sais, je continue de tenir mon journal. Tu feras de même si tu vis aussi vieux que moi. Dans ce travail, on ne cesse d'apprendre, et le début de la connaissance est d'accepter son ignorance. Comme je te l'ai dit hier, le fléau est un esprit très ancien et particulièrement maléfique, qui a failli venir à bout de moi, j'ai honte de l'admettre. J'espère que cette fois il n'en sera pas ainsi. La difficulté, c'est d'abord de le dénicher. Il vit sous la cathédrale de Prieston, dans les catacombes, qui abritent un immense réseau de galeries. À quoi servent les catacombes demandai-je étonné. Bonne journée à toi, Kino. Repose-toi bien et merci pour les parties. Des bisous. Ah, c'est gentil, Mehdi. Elles sont remplies de cryptes, des chambres funéraires souterraines qui contiennent de vieux ossements. Ces galeries existaient bien avant la construction de la cathédrale. La colline était déjà une terre sacrée quand les premiers prêtres arrivèrent de l'ouest sur leur bateau. Alors, qui les a creusés, ces catacombes? Les gens que certains appellent le petit peuple, en raison de leur taille. Leur véritable nom est les Seganti. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On ne sait pas grand-chose d'eux, sinon qu'à l'origine le fléau était leur dieu. Le fléau est un dieu? Oh, c'est du moins un être puissant. Très tôt, le petit peuple a reconnu son pouvoir et lui a dédié un culte. Il semble que le fléau veuille redevenir un dieu. Jadis, il vagabondait dans le comté en toute liberté. Au cours des siècles, il s'est corrompu. Il est devenu mauvais et s'est mis à terroriser le petit peuple, le harcelant jour et nuit, dressant les gens les uns contre les autres, détruisant les récoltes, brûlant les maisons, massacrant les innocents. Il trouvait son plaisir à les voir vivre dans la peur et la pauvreté. Il les tourmenta au point de leur ôter le goût de vivre. Ce fut une sombre et terrible époque pour les Seganti. Mais le fléau ne s'attaquait pas uniquement aux pauvres gens. Le roi des Seganti était un homme juste et bon. Il s'appelait Ace. Il avait vaincu tous ses ennemis et s'efforçait de rendre son pays fort et prospère. Or, un ennemi lui résistait, le fléau. Celui-ci exigea du roi Ace un terrible tribut, lui sacrifier ses 7 fils en commençant par l'aîné. Ses 7 fils, pardon, en commençant par l'aîné. Un fils chaque année, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Aucun père ne peut supporter une chose pareille. Heureusement, Maze, le jeune fils, réussit à enfermer le fléau dans les catacombes. Si je découvrais comment il s'y est pris, il me serait plus facile de le vaincre, cette créature. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il a condamné la sortie avec une grille en argent fermée à clé. Comme beaucoup de créatures de l'ombre, le fléau est vulnérable à l'argent. Il est toujours enfermé dans les galeries? Oui, il sera coincé là tant que personne n'ouvrira la grille pour le libérer. Tous les prêtres sont au courant. Cette information se transmet de génération en génération. Ne peut-il pas s'échapper par un autre moyen? Comment la grille d'argent suffit-elle à le retenir? Oh, je l'ignore, petit. Je sais seulement que le fléau est enfermé dans les catacombes et ne peut en sortir que par cette porte.
Tu crois? Ça me plairait bien de m'amuser à faire ça. Merci en tout cas, ça fait plaisir. J'aurais voulu demander pourquoi on ne se contentait pas de l'oublier là, puisqu'il était incapable de s'évader, mais mon maître répondit à la question avant que je l'aie posée. Il me connaissait assez bien à présent pour deviner mes pensées. Malheureusement, malheureusement, reprit-il, on ne peut laisser les choses en l'état, j'en ai peur. Vois-tu, mon garçon, il devient chaque jour plus fort. Il n'y a pas toujours été un esprit. Il en est devenu un après avoir été entravé. Quand il était au fait de sa puissance, il avait un corps le chair. À quoi ressemblait-il? Oh, tu le sauras demain. Avant d'entrer dans la cathédrale, pour le service funèbre, regarde la pierre sculptée juste au-dessus du grand portail. C'est une représentation fort intéressante du personnage, tu verras. L'avez-vous vu en vrai? Non, petit, il y a 20 ans, quand j'ai tenté de le détruire, il n'était encore qu'un esprit. Toutefois, la rumeur prétend qu'il est redevenu si puissant qu'il peut prendre l'apparence d'autres créatures. Que voulez-vous dire? Qu'il est en pleine mutation et que d'ici peu, il aura retrouvé sa forme originelle. Il sera alors capable de forcer n'importe qui à agir selon sa volonté. Et le pire serait qu'il oblige quelqu'un à déverrouiller la grille d'argent. Voilà le plus terrifiant. Mais d'où tire-t-il sa force? Du sang, pour l'essentiel. Celui des animaux et des humains. Il est assoiffé de sang. Par chance, contrairement aux éventreurs, il ne prend le sang d'un humain que lorsque celui-ci consent. Qui voudrait lui offrir son propre sang? Soufflai-je, abasourdi. Merci. Il pénètre l'esprit des gens, les séduit en leur offrant de l'argent, des honneurs, du pouvoir, n'importe quoi. Si la persuasion ne suffit pas, il use de terreur. Parfois, il attire ses proies jusqu'aux catacombes et les menace de ce que nous appelons le pressoir. Le pressoir? Oui, petit. Il a la faculté d'augmenter son poids, et l'on retrouve ses victimes écrasées, les os broyés et le corps incrusté dans le sol. Il faut les racler pour pouvoir ensuite les enterrer. Ils ont été pressés, et ce n'est pas beau à voir. Si le fléau ne peut aspirer le sang de quelqu'un contre son gré, souviens-toi que personne ne résiste au pressoir. Je n'arrive pas à comprendre comment il s'y prend tout en étant piégé au fond des catacombes. Il lit dans les pensées, s'introduit dans les rêves, affaiblit et corrompt les esprits de ceux qui vivent à la surface. Parfois, il ne regarde même pas leurs yeux. Son emprise s'étend sur la cathédrale et le presbytère. Il terrorise les prêtres. Sa malignité empoisonne ainsi la ville depuis des années. Et il s'attaque aux prêtres? Oui, surtout aux esprits faibles, dont il se sert pour commettre ses méfaits. Mon autre frère, Andrew, est serrurier à Preston. Il m'a envoyé plus d'une fois des informations sur ce qui s'y passe. Le fléau vide les esprits de toute volonté. Il manipule les gens à sa guise, étouffant en eux la voix de la bonté et de la raison. Ils deviennent avides et cruels. Ils abusent de leur autorité, dépouillent les pauvres et les malades. Dans Preston, la dîme est perçue 2 fois par an. Je savais ce qu'était la dîme. Une taxe que chacun devrait verser chaque année à l'église locale, représentant le 10e de son revenu. Telle était la loi. Payer la dîme Voilà. Payer la dîme une fois représente déjà une lourde charge, continua l'épouvanteur. Alors 2 fois, autant ouvrir la porte aux loups. Le fléau fait régner la peur sur la cité et plonge peu à peu ses habitants dans la misère. Ainsi agissait-il avec les Seganti. Il est l'une des manifestations de l'obscur les plus puissantes et les plus maléfiques que j'ai jamais connues. Cette situation ne peut durer, je dois y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Comment comptez-vous vous y prendre? À vrai dire, je ne le sais pas encore. Le fléau est retors, capable de lire dans nos pensées et même de les deviner avant que nous les ayons formulées. Mais sa vulnérabilité face à l'argent n'est pas son seul point faible. Les femmes le rendent nerveux, il évite leur compagnie. Il ne supporte pas leur présence, ce que je comprends. Comment utiliser cette singularité à notre avantage? C'est ce à quoi il nous faut réfléchir. C'est beaucoup de boulot, ouais. Faut savoir déjà être comédien, ce qui n'est pas du tout mon cas. L'épouvanteur m'avait souvent conseillé de me méfier des filles, et avec raison, en particulier celles qui portent des souliers pointus. J'étais donc habitué à ce genre de raisonnement, mais maintenant que j'avais découvert l'histoire de Meg, je supposais que cela influait sur son jugement. En tout cas, mon maître venait de me donner matière à penser, et il y avait beaucoup d'églises à Prieston, de nombreux prêtres et des congrégations. Tous ces gens avaient foi en un Dieu. Se pourrait-il qu'ils soient dans l'erreur? Si Dieu était aussi puissant qu'il l'assurait, pourquoi ne les délivrait-il pas du fléau? Pourquoi le laissait-il corrompre ses ministres et répandre le mal dans la ville? Mon père était croyant, même s'il ne mettait jamais les pieds à l'église.
Personne n'y allait dans la famille, parce que le travail de la ferme ne s'interrompt pas le dimanche. Il y a toujours les vaches à traire et beaucoup d'autres tâches. Je m'interrogeais soudain sur l'opinion de l'épouvanteur, d'autant qu'il avait été prêtre, maman me l'avait dit. Croyez-vous en Dieu demandai-je. J'y ai cru, Répondit-il, songeur. enfant, je n'ai jamais douté un seul instant de son existence, mais j'ai changé. Vois-tu, petit, quand on atteint un certain âge, on remet bien les idées en question. À présent, je n'ai plus de certitude, je me contente de garder l'esprit ouvert. Après une pause, il poursuivit. Je peux néanmoins te révéler ceci. 2 ou 3 fois dans ma vie, je me suis trouvé dans une situation si critique que j'ai cru ne pas m'en sortir. J'ai affronté l'obscur et je me suis presque résigné à la mort. Puis alors que tout semblait perdu, j'ai senti en moi une force nouvelle. D'où provenait-elle? Je ne peux que faire des suppositions, mais avec cette force me venait également un étrange sentiment. Quelqu'un ou quelque chose était à mes côtés. Je n'étais plus seul. Il soupira profondément et reprit. Je ne crois pas au Dieu compris dans les églises, ni à un bon vieillard à barbe blanche, mais à quelqu'un qui veille sur nous. Si nous vivons avec droiture, il sera auprès de nous aux heures difficiles pour nous soutenir. Voilà ce que je crois. Allons, viens, petit, nous avons assez traîné, il est temps de se remettre en route. Je ramassai son sac et le suivis. Nous quittâmes bientôt la route pour emprunter un raccourci à travers bois et prairies. C'était une marche agréable. Pourtant, nous fîmes une longue halte avant le coucher du soleil. L'épouvanteur était trop épuisé pour continuer. Quant à moi, j'avais un mauvais pressentiment, une angoisse, une angoissante impression de danger. Une autre Meg